Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission Ring the Bell sur 100% live. Aujourd'hui une émission très spéciale, vous le savez, tous les vendredis on parle de catch. Cette fois-ci on fait la review de WrestleMania Backlash Pay-Per-View qui s'est déroulé dimanche dernier, live en direct du Thunderdome bien sûr. Et comme d'habitude je ne suis pas tout seul pour débriefer ce magnifique show, n'est-ce pas? Je suis accompagné de trois de mes compères et le premier c'est Auguste. Comment tu vas? Bonsoir Papa, ça va très bien de mon côté, toujours un plaisir de parler catch chaque vendredi soir. En plus la semaine à pay-per-view, donc encore plus heureux. Euh, et puis euh, voilà, enfin on va parler une heure de catch et de WrestleMania Backlash. WrestleMania Backlash qui a été un show ok, on va dire. Alors que j'introduis le monsieur Gronchon de cette émission, bien sûr, c'est Lucas. Comment tu vas? Eh bien, ça va très bien. Content d'être de retour après un petit mois d'absence. De mon côté, j'ai trouvé le pay-per-view plutôt bon. Donc, ça va faire du bien de débriefer quelque chose de bien à WWE. Donc non, content d'être de retour. Et puis, impatient de débriefer un magnifique Miss Damien Priest. Et voilà, ça part tout de suite, balle réelle. C'est vraiment 50 minutes, 50 secondes d'émission, c'est déjà parti. En tout cas, mon troisième invité n'est pas aussi Gronchon. Ne vous inquiétez pas, il s'agit de Thomas. Comment tu vas? Salut PA, ça va très très bien. Toujours un plaisir de te retrouver, de retrouver tout le monde pour parler de la semaine 4. Ça fait toujours plaisir d'être là le vendredi soir. Vous avez l'habitude maintenant, on va parler du show dans l'ordre chronologique des matchs. Et à la fin, on fera trois petites news quand même. Parce qu'il ne faut pas oublier que la planète catch continue de tourner. Et du coup, on commence tout de suite avec notre premier match. Match pour le titre féminin de Raw, pardon, n'importe quoi. Le match triple menace entre Rhea, Asuka et Charlotte. Et c'est la championne Rhea Ripley qui a conservé son titre. Pardon, au terme d'un match plutôt correct. Auguste, toi, qu'est-ce que tu as pensé de ce match d'ouverture? Alors déjà j'étais surpris de voir ce match en première place. Je pensais mais qu'on allait commencer avec le match par équipe, mais bon. C'est pas grave. J'ai trouvé le match bon, on va dire, s- sans plus. Ce que j'ai aimé, c'est qu'au moins ça restait cohérent avec la rivalité, c'est-à-dire mais que c'est vraiment Charlotte qui était dans la lumière, enfin tout tournait autour d'elle. Elle a été à la caméra au moins 70 ou 80% du temps du match, même quand elle était out, elle était quand même à l'écran. Après, bah, l'action, comme attendu, elle était bonne, parce qu'on a trois des meilleures lutteuses à la WWE. Donc l'action était bonne. Je suis content, mais que Rhea est conservée, parce qu'au moins son règne ne s'arrête pas à un mois à sa première défense en pay-per-view et ça la consolide un peu. Maintenant, j'ai pas bien compris le finish parce que quand Rhea fait son finish sur Asuka, Charlotte est encore assez en forme pour pouvoir intervenir et elle n'intervient pas. J'ai juste pas compris ça, c'est vraiment un problème de timing. Mais maintenant, on se dirige, vu le regard mais qu'a lancé Charlotte à la fin du match, je pense qu'on se dirige vers une rivalité en solo avec Asuka qui va se mettre de côté. Euh, bon match où on voit la suite. Euh, C'était peut-être un poil léger pour un opener, mais ça a quand même fait le taf. Une rivalité entre Charlotte et Rhea qui va peut-être continuer, très certainement même, avec un certain pay-per-view, avec une certaine cage qui arrive le mois prochain. En tout cas, on en reparlera plus tard. En attendant, toi, Lucas, qu'est-ce que tu as pensé de ce match d'ouverture? C'était pas mal. Moi, ce qui me gêne un peu plus, c'est le booking d'Azuka. C'est vraiment la mid-card, quoi. Elle a servi de faire valoir pendant toute la rivalité. Au moins, ça me rassure sur le booking de Ripley, qui est quand même plutôt crédible dans une rivalité où effectivement Charlotte Flair prend 80-90% du temps d'antenne. Rhea Ripley est pas, elle est un peu mal bookée dans le sens où elle est bookée comme quelqu'un qui a un peu peur de Charlotte, mais le pire c'est vraiment Asuka qui vraiment, elle a déjà eu un règne d'un an par défaut qui était insipide. Maintenant elle est bookée comme une mid-cardeuse, donc
Donc moi c'est ça qui me gêne un peu plus. Après, enfin ça c'est vraiment c'est une rivalité qui m'emporte pas. J'adore Rhea Ripley, mais Charlotte je peux pas l'encadrer depuis des années. Là, si on nous sert un Egg in a Sack dans quelques semaines, ce sera sûrement bon, mais enfin est-ce qu'on a vraiment envie de voir ça? Ça repose sur rien en plus. Ils ont pas de développement de personnage. Rhea Ripley elle a peur de Charlotte. Charlotte elle fait du Charlotte quoi. Il y a pas de personnage. Donc ouais, je suis pas. Ouais. C'était un très bon descriptif de cette rivalité et du booking du titre de Raw ces dernières semaines et même cette dernière année, depuis que Becky Lynch soit lassée finalement. T'as parlé d'Hell in a Cell, je suis pas sûr que cette rivalité puisse supporter un match Hell in a Cell et c'est le problème avec le fait qu'Hell in a Cell soit si tôt. C'est qu'il y a des rivalités qui sont pas vraiment construites pour aller en Hell in a Cell match. Comme je l'ai déjà dit, on va pas s'étaler sur le prochain pay-per-view parce on a un pay-per-view à débriefer. Et toi Thomas, qu'est-ce que t'as pensé de ce match entre Rhea Ripley, Asuka et Charlotte Flair? Bah, c'était un peu le match de la peur, on va dire. On en a parlé les dernières semaines avec l'arrivée de Charlotte qui prend toute la lumière. Comme Lucas, je suis pas ultra fan de Charlotte. Enfin, voilà, il y a Rhea, il y a d'autres personnes autour à construire. Bon, au moins, elle n'a pas gagné. C'était un peu la peur qu'on avait tous. Et bon, après, c'était pas le plus grand match des trois, hein, faut l'avouer. Ça fait le taf. Ça fait le taf en opener. Après, concernant la rivalité Charlotte-Rhea, là, je crains le pire pour Rhea, franchement. Parce que autant Hell in a Cell, bon, il n'y aura pas de Hell in a Cell, ça n'aurait strictement aucun sens de mettre Hell in a Cell tout de suite entre les deux, parce qu'il y a zéro rivalité. À part deux, trois regards, il y a rien. Et donc, je sais pas trop où ça va aller. J'ai juste envie de voir Charlotte prendre le titre. Mais on sait comment fonctionne la WWE. On sait que c'est Vince McMahon qui a le dernier mot. Et on sait que Vince McMahon, Charlotte Flair, je sais, c'est un peu son nouveau John Cena. Donc bon, faut lui donner le titre tout le temps. J'ai un peu peur de voir comment ça va se goupiller dans les semaines à venir. Et surtout, là, comme tu l'as dit, Lucas, Real est montré comme ayant un peu peur de Charlotte. Et je pense que ça va pas du tout avec le personnage de Rhea et c'est vraiment un problème. Donc voilà, c'était l'hommage de la peur. Là, ça va être la rivalité de la peur de voir Charlotte remporter cette rivalité et donc d'enterrer Rhea comme Asuka est enterrée désormais et qui va se retrouver encore une fois à faire la guignole avec et je sais pas qui, peut-être Nia Jax qui est de nouveau en solo. Ils vont la remettre en équipe parce qu'elle est pas foutue de faire un match correct en solo. Donc voilà, c'est triste pour Asuka et j'ai un peu peur pour Rhea désormais. On va vite passer parce que là, le mood de l'émission est bien tombé. Hein. Donc, dès qu'on parle de Raw, évidemment, on va parler de quelque chose de bien plus engageant. Et bien, c'est on a vécu de l'histoire, un moment d'histoire à WrestleMania Backlash. Rey Mysterio et Dominic Mysterio sont devenus le premier duo père-fils à remporter un titre par équipe à la WWE en battant les Dirty Dogs. C'était un match pour le titre de SmackDown. Et comme je viens de le dire, c'est père et fils qui ont triomphé. Lucas, toi, qu'est-ce que tu as pensé de ce match et du moment juste après qu'on a eu? Ah, j'ai pas envie d'être tronchon. Je suis content que Rey Mysterio et Dominique soient champions. Par contre, qu'est-ce que j'aurais aimé que ce soit devant un public. Là, en fait, je trouve que oui, ça fait l'histoire, mais ça fait l'histoire pour faire l'histoire. Et il manque ce truc qui me dit, putain, c'est vraiment cool et j'ai vécu un moment historique. Là, je me dis, bon, bah, c'est sympa pour eux, mais pour nous, on a. Tu vois, qu'est-ce que ça aurait été bien à SummerSlam devant du public, une foule en délire et tout. Surtout à SummerSlam, ça aurait fait un très beau rappel par rapport à SummerSlam 2005. Donc, je suis un peu déçu sur ce point-là. Après, le match a été bon, à part Bobby Roode. On a trois excellents catcheurs dans le ring. Robert Hood. Robert Roode, pardon. Ça a été un match. Ah, par contre, ça aurait pu être dans un weekly de SmackDown sans aucun problème, mais après, c'est pas dégueu. Moi, je suis juste déçu qu'il ait fait à Backlash, alors que ça aurait pu attendre encore 2-3 mois à SummerSlam devant du public ou à Money in the Bank, vu qu'apparemment, il y aura aussi du public. Donc, ça me déçoit un peu sur ce point-là. Après, j'espère qu'ils auront un bon règne et surtout que ça finira pas à SummerSlam avec Dominique qui trahit son père. J'ai pas envie que ça se termine comme ça. Attention à la fête des pères qui arrive et Dominique qui pourrait devenir le plus grand heel de tous les temps en trahissant son père le jour de la fête des pères. Non. Je suis d'accord avec toi, c'est vrai qu'on aurait aimé que ce match ait un public. Thomas, qu'est-ce que t'as pensé toi de ce match? J'ai bien aimé, c'était un beau combat par équipe. Donc voilà, on a bien profité. J'aime bien Dolph Ziggler sur le ring. Robert Roode, je suis pas ultra fan, mais après ça passe, hein. En équipe, ça passe. Après, oui, bah, évidemment, voir Rey Mysterio avec un titre, ça fait toujours plaisir.
Voilà, Rey Mysterio, c'est la star. On a tous envie de le voir triompher. Plus là, Dominique qui remporte un titre avec lui. Bon, il est jeune, je sais pas quel âge il a. Il doit avoir à peu près une vingtaine d'années, 25 ans à peu près. Je sais plus son âge exact. Il a énormément de talent, hein. Dès qu'il entre sur le ring, il a une présence en plus, l'air de rien. Il amène quelque chose qu'il est bien plus grand que son père. Donc, il amène quelque chose sur le ring, une sorte de charisme et de présence et de prestance aussi, en plus d'être excellent. Donc, c'est bien, l'avenir est là, en tout cas. Après, concernant le côté historique et sans public, bah, malheureusement, ça, c'est des choses qu'on ne peut pas gérer. Voilà, il n'y a pas de public, voilà, la crise sanitaire fait que. Est-ce que ça aurait pu attendre? Oui, mais je pense que la WWE avait besoin pour ce pay-per-view d'un d'un hit factor, un peu d'un élément un peu waouh. Parce que voilà, le pay-per-view était bien, faut pas non plus cracher dans la soupe, c'était un bon pay-per-view. C'était un pay-per-view après WrestleMania, donc automatiquement ça met un peu de temps à démarrer, mais il leur fallait quelque chose pour qu'on dise waouh, WrestleMania Backlash, pour justifier le mot WrestleMania dedans. Donc après, oui, évidemment, il n'y a pas de public, c'est un peu plus triste. Mais voilà, ça fait partie de l'histoire désormais. Après, ils vont le refaire, il n'y aura pas de souci, ils vont le refaire avec du public. Ils vont retenter des trucs avec le public par rapport à cette histoire. Donc, très content de la victoire des Mysterio et bon combat par équipe. Plutôt d'accord avec toi sur le point, sur les points que tu as mis, à part le fait qu'ils vont essayer de le refaire, c'est un peu trop tard maintenant, parce que bah, ils peuvent pas juste effacer. Non, en fait, ils l'avaient pas gagné. Donc, Non, mais plus dans le style avec le public, où ils iront voir le public, tu vois, par exemple. oui, on va. Et remettre un Par peu en contre, avant. C'est pas la la première fois que double, le WWE réécrit son histoire. la Ils l'ont déjà fait. WWE, de toute façon, sait faire des moments feel good, donc on n'est pas trop inquiet sur ce point. Et pour répondre à ton interrogation tout à l'heure, Dominique a 24 ans, donc il est assez jeune. 97. Et donc, Voilà, c'est ça nous vraiment rajeunit beaucoup pas, de hein. talent. Ça nous rajeunit pas. Auguste, toi, qu'est-ce que tu as pensé de ce match de championnat par équipe? Alors, je vous rejoins sur le côté où c'était un petit peu triste, mais que les Mysterio gagnent sans public. Après, moi, j'ai adoré la célébration père-fils, mais dans le match était bon. Ce qui m'a gêné, c'est les 10 premières minutes où Rey Mysterio catch seul parce que Dominique s'est fait agresser dans le kick-off par Roode et Ziggler. Et donc, du coup, bah, Rey il subit pendant 10 bonnes minutes et c'est long parce que bah, il peut rien faire à 2 contre 1 et quand Dominique vient faire le save, euh, Rey Mysterio il fait pas le tag tout de suite parce que en bon père il veut pas faire le tag à son fils blessé et une fois qu'on passe à 2 contre 2 réellement que l'action démarre, là le match était très sympa à voir. Un bon feel good moment et aussi euh, mais ce que j'ai remarqué là en lisant quelques stats, c'est que en fait, Dominique, depuis ses débuts, le pauvre entre guillemets, il a jamais catché devant un vrai public. Enfin, depuis qu'il a fait ses débuts, son public, c'est des écrans sur Zoom. Je trouve ça un petit peu triste, même si du coup ça lui enlever une pression en moins. Euh, ça sera, euh, Ça sera bien de voir cet été qu'est-ce qu'il pourra faire. Enfin, s'il maintiendra mais son niveau avec la pression d'être en live avec un public live du coup. Mais pour revenir au match, oui, enfin très bon moment que j'ai adoré suivre. L'histoire c'est encore écrite à la WWE, même s'il n'y a pas une pop et une explosion de joie de la foule. Ouais, d'accord avec toi. C'est vrai que d'accord avec vous tous en fait. Ce match méritait des fans et il y en a eu tellement depuis que on est sous l'ère du Thunderdome. Alors vous inquiétez pas, les fans reviennent. Vous avez peut-être vu l'annonce sur Twitter. On en reparlera après qu'on ait fini avec ce pay-per-view. Et du coup dans ce but-là, on va passer au prochain match, un match un peu bizarre, un match un peu bizarre qui a fait couler beaucoup d'encre et aussi de pixels sur les réseaux sociaux. C'est le Lumberjack match entre Damien Priest et Le Miz. Mais les Lumberjacks n'étaient pas des superstars, non, c'était des zombies, vu que ce match était présenté par le nouveau film de Batista, Army of the Dead.
qui est sur Netflix, vous allez le voir. Donc voilà, des zombies autour du ring pour ce match. Et du coup, je vais donner la parole à Thomas. Toi, qu'est-ce que tu as pensé de ce match bizarre? C'est le seul mot que j'ai en tête là. Ouais, bizarre, farfelu, loufoque, spécial. Vous choisissez le mot que vous voulez, mais c'était spécial. J'avoue, au début, j'avais pas compris. Je me suis dit, pourquoi ils mettent des zombies? Après, oui, bon, il y a le film. Bon, voilà, c'est pas une promo incroyable en plus, hein, parce que le match était pas ouf. Au moins, ce qu'on peut dire, c'est qu'il a pas duré longtemps. Voilà, c'était l'avantage. En vrai, j'ai pas grand-chose à dire sur le match. C'est ça le truc, c'est que bah, ce match ne m'intéressait pas avant. Cette rivalité ne m'intéresse pas tellement non plus. Euh, voilà, il y avait des zombies à côté du ring. Rien que cette phrase en parlant de la WWE, je sais pas. C'est illogique, mais en même temps, c'est tellement logique venant de la WWE de rajouter des choses comme ça. J'ai pas grand-chose à dire dessus en fait. J'ai pas passé un super moment, je suis pas non plus, j'ai pas passé un moment nul non plus. Voilà, ça fait la pause toilette quoi. C'était pas très intéressant. Après oui, il y a eu la fin avec le Miz et les zombies. Et est-ce que ça mérite qu'on en parle? Je suis pas sûr. Je t'avoue que je suis pas super sûr de ça. Ce match ne m'a pas hypé, on va dire, ne m'a pas trop intéressé et les zombies encore moins. Je suis pas fan de zombies, Moi, encore moins de Zack Snyder. j'ai une question à te poser et rapidement, et je la poserai aussi aux deux autres. Est-ce que les zombies t'ont dérangé vraiment? Bah, en vrai, un peu, mais parce qu'il n'y avait pas de préparation. Si on avait parlé de ce film et qu'il y avait une préparation autour des zombies sur les quelques jours, enfin sur le road d'avant, ça m'aurait pas tellement dérangé. Et là, j'avoue, les voir venir, je suis, mais pourquoi? Enfin, je veux bien qu'on mette des zombies, mais il faut que ce soit un minimum logique, quoi. On en parle avant. Alors, je pense que la WWE a compté beaucoup sur les gens qui regardent. Parce que Damon Priest a dit je veux un match Lumberjack, tu peux mettre ce que tu veux autour du ring, des zombies et tout ça. Et donc du coup, Ouais, ils l'ont mais pris au bon, pied de la lettre. Mais c'est un détail quoi. c'est leur détail dans une promo, dans un show qui dure 3 heures. Backstage. Backstage en plus. Alors, je veux bien, mais si ça avait été mis en avant la semaine d'avant pour dire, voilà, vous allez faire l'Umberjack et vous savez quoi? Bam, on va mettre des zombies à côté de vous. Là, vous ne ferez pas les malins quand vous sortirez du ring, parce que vous n'aurez pas vos potes à côté de vous. Là, ok, voilà, c'est totalement débile, on est d'accord. C'est totalement stupide et ça n'a aucun sens, mais au moins, il y a une préparation. Et là, il y a préparation et il y a le paiement lors du WrestleMania Backlash. Voilà, c'est comme une règle au cinéma et au théâtre. Là, il y a une préparation, on dit qu'il y a des zombies, on les met et puis c'est réglé. Mais en fait, ça m'a dérangé, ouais, parce que ça sort vraiment de nulle part. C'est un peu... En plus, c'est pas un match super fou, ni une rivalité incroyable, quoi. Qui va d'ailleurs se terminer avec la blessure du Miz. Ouais, on en reparlera tout à l'heure de la blessure du Miz. En attendant, je vais donner la parole à Auguste. Pareil, même question. Est-ce que les zombies t'ont vraiment dérangé durant ce match? Alors, ils m'ont pas dérangé comment dire, physiquement sur le match, mais c'est plus ce que ça représente. C'est c'est juste pour promouvoir un film d'une ex-superstar, futur Hall of Famer certes, mais bon, qui n'est même plus actif à la WWE. Enfin, ça n'a pas besoin de ça euh, pour que le match soit bon. Enfin, on aurait pu avoir des bûcherons classiques et ça aurait fait le taf très bien. Surtout, mais que le film, ils l'ont promu en, en annonce d'avant show là, dans le clip où c'est Batista qui a fait la voix off avec des images du film. Donc je pense que ça suffisait. Il n'y a pas besoin en plus pendant le show de remettre des zombies. Et surtout, oui, il n'y avait aucune préparation, comme l'a dit Thomas, mais ça venait un peu de nulle part. Mais bon, c'est la WWE, ils savent autant faire ça, mais que faire d'excellents matchs, mais comme on le verra plus tard dans le show. Donc bon, c'est là. Heureusement, ça n'a pas duré très longtemps. C'est le bon catcheur qui a gagné, donc au final, bon, c'est pas si grave que ça.
Dernière personne à intervenir sur ce match, Lucas, est-ce que ces zombies t'ont dérangé durant ce Lumberjack match? Je vais me faire l'avocat du diable, non, parce qu'en fait, euh, juste pour les gens qui sont dérangés, qu'est-ce que les zombies ont de plus con qu'un Inferno match où à chaque fois que tu fais une prise, il y a de plus en plus de feu autour du ring, ou qu'un Buried Alive match où tu es censé enterrer vivant ton adversaire? Qu'est-ce que ça a de plus con que ça? La WWE a toujours fait des stipulations où on ne comprenait rien. Quand ils te font un brain fog match où les deux mecs sont aveugles et ils se battent dans le vide, c'est con. Quand Shawn Michaels fait tag team fait équipe avec Dieu pour affronter Vince McMahon, ou c'est une lumière qui rentre sur le ring, c'est con. Donc à partir de là, en quoi ça dérange? Surtout que c'est dans une rivalité mineure, c'est pas un match pour le titre, c'est un match de milieu de cartes. Au final, est-ce qu'on s'en foutrait pas un peu? C'est pour faire la promotion d'un film. Bon, c'est vu, c'est mis, c'est dit. On s'en fout. À la limite, on passe à autre chose une fois le match fini, mais les gens qui sont là en mode non, mais la WWE fait n'importe quoi, tout ça, ça a toujours été comme ça. Ça fait 20 ans qu'on a des stipulations parfois bizarres. C'est une fois dans l'année, deux ou trois fois dans le pire des cas. Est-ce qu'au bout d'un moment, on se dit pas, bon, bah voilà, c'était des zombies, c'était pas dingue, mais, euh, mais quand je vois le bordel que ça a fait sur les réseaux, j'ai l'impression que maintenant, si tu fais pas un match 5 étoiles entre deux catcheurs hyper bien, si c'est pas des Kenny Omega qui sortent des 5 étoiles ou des Roman Reigns qui sortent des 5 étoiles, c'est mieux. Donc moi, c'est ce qui m'énerve, c'est pas le fait qu'ils aient foutu des zombies, ça à la limite je m'en fous complètement, c'est le fait que maintenant on ne tolère plus rien de qui sort de l'ordinaire. Et moi, sur le match, j'ai rien à dire. C'était pas dingue. Damian Priest, il mérite mieux. Le Miz, ça fait chier qu'il soit blessé. Et cette rivalité, il était temps qu'elle se termine. Par contre, sur le fait que bah, la WWE fait de la merde, c'était nul, il mérite pas ça, tout ça pour la promotion d'un film. Pour la promotion d'un film, David Arquette a gagné le championnat du monde poids lourd de la WCW. Et c'était donc 1000 fois pire. Donc à un moment, il faut peut-être aussi penser à ce qui s'est passé avant, faut peut-être remettre les choses dans leur contexte et se dire que bon, bah ce match-là, il a existé, et c'était pas fou, mais on peut passer à autre chose. Bon, bah, je suis plutôt d'accord. Moi, je suis plutôt d'accord avec toi. Les zombies m'ont pas dérangé dans le sens où bah, ils font partie du match et en même temps, bon, ils n'ont pas non plus bouffé quelqu'un en live, quoi, à part John Morrison. Mais voilà, j'ai pas été dérangé. Ça m'a pas sorti du match. De toute façon, comme vous l'avez dit, c'est pas une rivalité plus folle que ça, quoi. On va donc passer ensuite à un autre match qui n'avait pas de zombies cette fois. Les zombies, c'est fini. On passe au match pour le titre de SmackDown entre la championne Bianca Belair et la challengeuse Bayley. Et c'est Bayley, non pas du tout, c'est Bayley qui a perdu, ouais. Bianca Belair conserve son titre au terme d'un match, encore une fois, plutôt bon. Auguste, qu'est-ce que t'as pensé toi de ce match de championnat? Oui, oui, le match était bon, même si on pouvait attendre un peu mieux des deux, je trouve. Mais bon, le match a rempli son rôle à la perfection. Euh, Bailey l'a bien joué à l'expérience en début de match, puis après c'est la force c'est la force de Bianca Belair qui l'a sauvé. Après sur le spot de fin. Où, où Bailey tente une soumission avec la tresse de Bailey et elle-même retourne en roll-up où elle bloque les jambes de Bailey avec sa tresse. C'était original. Maintenant, j'espère qu'ils vont pas utiliser la longue crinière de Bianca Belair à chaque match, parce que pour moi, il faut que ça reste un peu unique. Tu vois. Faut que ça soit son arme secrète en dernier recours et qu'elle utilise que quand elle est au plus max, parce que sinon ça va diminuer son impact au fil du temps. Donc j'espère que toutes ces rivalités ne vont pas tourner autour de ses cheveux, et plutôt autour de son talent in ring pur. Mais sinon le match était bon. Ça a fait le taf sans être exceptionnel, mais j'étais très content à la fin du match aussi, mais que Belair ait gagné comme pour, comme pour Rhea Ripley, pardon, pour que son règne ne dure pas que un mois. Après, pour la suite, est-ce qu'on aura une revanche à LNSL ou est-ce que une autre prétendante va venir défier Bianca Belair? Ça, on le saura que dans les prochaines semaines, mais un rematch ne me
déplairait pas, mais il va falloir l'expliquer et vraiment commencer à construire une vraie rivalité entre les deux. Pour moi, le rematch, il est tout expliqué par le fait que Bianca Belair a utilisé ses cheveux pour gagner, quoi. Je pense que tout va partir de là dès ce soir. Donc voilà. Après, je suis d'accord avec toi sur ce que tu as dit au niveau des cheveux. À WrestleMania, déjà, j'ai trouvé ça un peu gros. Et là, encore une fois, elle s'en sert. J'espère qu'ils vont arrêter, parce que sinon, il va falloir lui couper la tresse. Hein. Ça suffit, une seconde. Bianca Belair a pas besoin de ses cheveux pour faire un tombé ou mettre un coup de fouet à un adversaire pour gagner un match, quoi. Enfin, je pense. Du moins, j'espère qu'ils vont arrêter ça très vite. Lucas, toi, qu'est-ce que tu as pensé de ce sympathique petit match? Je vais être honnête, je vous ai demandé en début d'émission si on avait qu'un seul match féminin. C'est parce que je l'ai pas vu, parce que ça m'intéresse pas. Euh, Par contre, sur la rivalité, sur Bianca Belair, j'ai quand même deux, trois choses à dire. Et encore une fois, je vais me projeter. J'ai peur que ça finisse un jour sur un R contre R match où Bianca Belair va perdre sa tresse. En fait, ce qui est le problème à SmackDown, et un peu comme à Raw, mais encore pire à SmackDown, je trouve, c'est que il y a personne. Mais il y a personne. C'est-à-dire, au moins à Raw, bon, bah, on a au moins Asuka et Charlotte Flair. Là, Bayley et Sasha Banks, c'est les seuls qu'on a. Sasha Banks, on l'a pas vu depuis, je sais même pas si on l'a vu ces dernières semaines, je suis pas sûr. On l'a vu le SmackDown après WrestleMania. Ouais, Et donc, après, plus. et voilà, on sait pas où est-ce qu'elle est passée. Bayley, elle est bien sympa, mais elle est pas crédible. Donc là maintenant, bah c'est pas des rivalités qui m'intéressent. J'ai pas envie de voir ça. J'aurais préféré à la limite un peu de changement. Pourquoi tu me fais pas un Belair contre Liv Morgan? Elle est pas crédible Liv Morgan actuellement, mais au Moi, moins je suis d'accord. ça fait au moins un peu de changement en haut de la carte. Et là, j'ai pas vu ce match, ça m'intéresse pas. Je regarderai sûrement pas la suite de la rivalité. Donc pour les prochaines émissions, je dirais toujours que j'ai pas vu le match. Donc voilà, je vais pas monopoliser plus de temps d'antenne, ça ne m'intéresse pas. Eh ben, au moins, c'est honnête. Merci pour ton honnêteté. On va finir avec l'avis de Thomas sur le match pour le titre féminin à SmackDown. Bah, moi, j'ai passé un bon moment. J'ai bien aimé ce match, l'air de rien. J'ai pu profiter, c'était sympa. Après, je suis d'accord avec vous pour dire que l'utilisation de la tresse tout le temps, à chaque fois et de façon répétitive comme ça la dessert parce que bah elle est extrêmement talentueuse depuis ses débuts à NXT. On la voit faire des matchs incroyables, pardon, excusez-moi, être extrêmement puissante, être très technique, très rapide. Elle a tout pour elle. Et c'est vrai que je suis d'accord avec toi, Auguste. Faut que ça reste un élément. Genre, le petit élément, si elle est en galère. Si elle est en galère à la fin d'un match, voilà, elle utilise sa longue tresse là, interminable pour mettre un coup de fouet ou pour qu'importe. Voilà, un peu comme ce que faisait Eddie Guerrero avec les chaises. Il mettait des coups de chaise par terre, après il envoyait à son adversaire et il tombait comme si c'était lui qui avait pris le coup de chaise. Ça, tout le monde avait envie de voir ça. Il le faisait une fois de temps en temps quand il était vraiment en galère dans un combat. C'était logique. Mais là, c'est vrai que c'est un peu l'élément un peu agaçant. Mais après, j'ai bien aimé ce match. Et cette rivalité, j'attends de voir ce que ça va donner. Leur donner un peu plus de temps à toutes les deux. Parce que Bailey, je pense qu'elle peut faire quelque chose de bien. Je pense qu'elle peut vraiment apporter quelque chose à Bianca Belair à voir. Après, je suis d'accord avec toi, Lucas. Parce on avait déjà discuté il y a quelques semaines bah, par rapport au retour de Charlotte, l'absence de Charlotte, on avait fait un débat. Oui, il y a Liv Morgan, Ruby Riott et toutes ces jeunes femmes-là. Il faut qu'elles soient mises en avant, voilà, pour amener un peu de sang frais. Et même si elles perdent la rivalité, parce que bah oui, évidemment, Liv Morgan, là, si on la met face à Bianca Belair, elle va perdre. Mais au moins, on la voit en solo sur le devant de la scène et avec un micro espoir de dire ah peut-être que et au pire et même si elle perd et on sait qu'elle va perdre, au moins on aura le droit à des bons matchs et des matchs qu'on n'a pas vus toutes les semaines. Parce qu'au bout d'un moment, si là, Bianca Belair gagne contre Bailey, sa rivalité. Et après, oui, il y a personne. On va retrouver un Bianca contre Sacha. Alors, on a bien profité. C'était un super match à WrestleMania. On est tous d'accord pour le dire. Mais il faut un peu de renouvellement. Donc, oui, même si c'est une rivalité filler, voilà, comme dans les mangas et dans les animés, épisode filler de 2 mois. Voilà, hop, Liv Morgan, même si elle perd, au moins on l'a vu sur le devant de la scène. On a vu des bons matchs. Et une petite rivalité qui change. Voilà, après, sinon, concernant le match, moi, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé, c'était un bon match. C'était un bon match. J'aimerais ne pas vous alarmer, mais je vais quand même lancer un pavé dans la mare.
On a appris que les fans allaient revenir. Ça, c'est une excellente nouvelle. Mais qui dit retour des fans dit que la WWE doit préparer quelque chose, une petite surprise. Il y a une femme qui est pas là depuis près d'un an, plus d'un an maintenant. Elle s'appelle Becky Lynch. J'ai très peur pour le règne de Bianca Belair et pour la division féminine de SmackDown. Sur ce petit pavé de négativité, on va passer aux deux main events. J'appelle ça des main events. On va passer à l'avant-dernier match de ce show. Pour le titre de la WWE, on est donc du côté de Raw. Bobby Lashley, Drew McIntyre et Braun Strowman se disputaient la ceinture suprême du côté rouge. Et c'est le Almighty Bobby Lashley qui est reparti avec son titre de champion. Un match sous le signe du poids lourd et sous le signe de la grosse mandale. Lucas, qu'est-ce que t'as pensé toi de ce match pour le titre du championnat WWE? Bah, c'était bien. Moi, j'aime bien les matchs de gros bourrins. C'était ce à quoi je m'attendais. Non, c'était bien le spot où McIntyre et c'est bien Lashley, hein, je crois, qui passe à travers le décor. Moi, ça me fait toujours plaisir ce genre de match. J'aime bien quand ça se castagne. Après, oui, Braun Strowman n'était pas crédible. On savait qu'il allait prendre le pin, il l'a pris. Euh, Le problème, c'est que, bon, bah, encore une fois, McIntyre, je suis plus du tout investi dans lui. Puis, ça fait un an qu'il squatte autour du titre. Euh, et depuis que le public est pas là, donc ça fait un an, autant il m'avait embarqué après le Royal Rumble l'année dernière, autant là, je le trouve un peu fade. Il n'a pas un personnage très clair, c'est un face assez random. Donc, genre, je préfère à la limite plus Braun Strowman, que je trouve plus, je sais pas, plus embarquant. Et pourtant, Dieu sait que Braun Strowman est quand même pas très embarquant. Mais là, McIntyre, un petit tour dans la mid-card. Pas de là à perdre contre Jinder Mahal non plus, mais un peu de fraîcheur parce que McIntyre, je sais pas vous, mais moi je commence un peu à en avoir marre. Lashley, par contre, est vraiment impressionnant. Pour son retour, lui par contre, il m'avait pas du tout embarqué. Là j'ai envie de le voir champion, pas comme Reigns, pas aussi dominant, mais il m'embarque. Moi, j'aime bien. J'aime bien Bobby Lashley. Braun Strowman fait toujours le boulot. Voilà. En fait, maintenant, le gros point noir, c'est McIntyre, quoi. Il est fade au possible. Mais sinon, le match était bien pour un co-main event. C'est un match à la hauteur du titre WWE. Plutôt d'accord sur tout ce que tu as dit. Bobby Lashley très impressionnant. C'est vrai que à son retour, Bobby Lashley, j'avais un peu du mal et là en fait, il est en train de monter en puissance en tant que champion et dans mon estime. Et très clairement, les matchs de Bobby Lashley qui m'ennuyaient auparavant. Alors ça va pas me faire lever du canapé, mais attention, ça me tient quoi. Thomas, qu'est-ce que tu as pensé de ce match triple menace qui apparemment est la nouvelle stipulation à la mode chez Raw? Oui, bah c'est un peu, vu qu'ils savent pas trop quoi faire, ils font des matchs triple menace. Après, le match en lui-même, moi qui suis pas, contrairement à toi, Lucas, fan des matchs de gros bourrins, comme tu dis, bah là, j'ai trouvé ça divertissant. Je me suis bien amusé, l'air de rien. Ça a duré quoi, un quart d'heure à peu près. C'était fun, c'était ce qu'on attendait de ce combat-là. Après, je vais répéter ce qu'on a dit la semaine dernière et les semaines d'avant. Là, maintenant, on va où? On va où? Parce que Lashley a gagné, encore une fois. Donc, c'est très bien et je suis très content de le voir avec le titre parce qu'il, l'air de rien, il fait un bon champion. J'étais comme toi, PA. J'étais pas ultra fan. Je suis pas ultra fan de Lashley non plus, hein. Je l'ai jamais été, je le serai jamais, mais au moins, il fait un beau champion. Et là, on va où? Parce que bon, bah, je pensais que ce serait McIntyre, moi, qui allait prendre le pin. Bon, bah, là, il enchaîne les défaites depuis quelques temps. Là, bon, bah, maintenant, on fait quoi? Parce que là, McIntyre, il a pas pris le pin, mais il perd, l'air de rien. Et Strowman, qui vient d'arriver dans la rivalité, il se prend le pin. Il prend le tombé. On fait quoi? On va où? Il n'y a plus personne derrière, puisque Orton et AJ Styles sont en équipe, à faire les idiots avec Riddle et comment il s'appelle? Et Omos. Donc là, si, après, c'est sur l'Euro qui a suivi. Il y a Kofi Kingston qui est venu faire un petit tour, qui a gagné contre Bobby Lashley. Mais voilà. J'adore Kofi, hein. Je serais très confiant de le revoir avec le titre WWE. Mais si Strowman et McIntyre ne peuvent pas gagner contre Lashley, Kofi, malgré tout son talent et son envie, voilà, je ne vois pas ce que ça peut donner. Donc, perplexe. J'aurais préféré voir McIntyre prendre le tombé. Comme ça, au moins Strowman reste un petit peu sur le côté. Parce que c'est le seul. Voilà, McIntyre enchaîne les défaites. Strowman au moins aurait pu tenir un mois de plus, quoi. Perplexe. Content du match, mais perplexe pour la suite. C'est un peu le mantra de Monday Night Raw, hein. Perplexe. Ah bah oui, ah, ça devrait s'appeler Monday Night Perplex, hein. Attention, c'est pas facile tous les jours quand on suit Raw. Auguste, petit commentaire toi sur ce premier match pour titre majeur. Bah moi j'ai
j'ai adoré ce match. C'est le premier match de la soirée où je me suis dit waouh, là on assiste à un vrai combat, enfin un vrai gros bon combat de pay-per-view entre trois bourrins. Franchement, ils se sont fait aucun cadeau. Bien sûr, le spot du match, c'est quand McIntyre envoie Lashley dans les panneaux LED et que ça explose. Très, très impressionnant. Après, je rejoins l'avis des autres. Je suis un peu déçu que ce soit Strowman qui prenne le pin. Parce que, en effet, maintenant, à part lui, je vois pas qui va pouvoir aller à la conquête de Bobby Lashley. Parce que j'espère que Drew McIntyre va pas réavoir une chance. Parce que j'adore Drew, mais là, ça fait beaucoup de temps, peut-être trop longtemps, mais qui squatte le main event. C'était très bien, mais là, les matchs avec Bobby Lashley commencent à se ressembler. On commence à se lasser. Et donc là, il faudrait mais qu'il retourne un peu dans la un peu dans la mid-card ou dans une autre rivalité un peu plus bas, ou alors mais qu'ils prennent un mois ou deux de off pour après 2 ans à fond. Bon, il peut se le permettre. Mais là, oui, en prochain challenger pour Bobby Lashley, le plus crédible, enfin le plus crédible physiquement, on va dire, ce serait Strowman, mais comme il a pris le tombé à Backlash, ça me paraît compliqué. Bon, après, ils sont capables de justifier ça, hein. Mais après, c'est sûr mais que dans les cadres du main event, Randy Orton et AJ Styles sont bloqués dans la division tag. Euh, Omos qui aurait le gabarit aussi dans la division par équipe. Donc après, à moins qu'il y ait un retour de Keith Lee ou de Brock Lesnar, sinon, ça va falloir soit recrédibiliser Strowman ou prendre un gars de la mid-card comme Kofi Kingston ou un autre, hein. Ou pourquoi pas Jinder Mahal, parce qu'apparemment ils ont un nouveau projet, même si je ne le souhaite pas, bien sûr. Même Malheureux. si je ne le souhaite pas, Prononce pas apparemment. ces mots, Bola. T'as oublié Kibar et Mace, hein, au niveau gabarit, ça marche, hein. Oui, parce que Attention. apparemment ils ont Dans ces cas-là, on met Elias. Hein. apparemment ils ont un nouveau projet de Jinder Mahal vu qu'il a trouvé deux autres compagnons un peu plus baraques que les frères Singh. Euh, à voir. Donc oui, donc le match à Backlash était excellent. Un des meilleurs matchs de la soirée, pas aussi bon mais que le main event, mais un léger cran en dessous. Mais pour la suite, effectivement, je me demande bien qui va pouvoir aller tester Bobby Lashley à Hell in a Cell, et vu que c'est un titre majeur, sûrement dans la cage du Hell in a Cell. Je sens venir la der McIntyre Lashley dans Hell in a Cell. C'est terrible. Je la sens arriver. Bref, on va partir de l'autre côté de la WWE pour aller s'intéresser à l'autre titre majeur cette fois-ci. On ne va plus du tout rigoler, on va parler bien plus sérieusement. Roman Reigns, le chef de la tribu, affrontait Cesaro pour le titre universel. Et encore une fois, et encore clean cette fois-ci, Roman Reigns garde son titre contre Cesaro au terme d'un match que je qualifierais d'épique. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? On commence avec toi, Thomas. Est-ce que pour toi ce match est le match de la soirée? Eh ben, il n'y a même pas photo, hein. Oui, évidemment que c'est le match de la soirée, sans aucune contestation possible. Tu dis épique, bah oui, c'est les mots qui viennent. Alors, j'étais perplexe tout à l'heure. Là, je suis enjoué, en joie, tout ce que tu veux. C'était un match incroyable. C'est fou. Roman Reigns, il est d'un charisme. On se rend même pas compte, hein. Je pense, c'est fou. Il peut aller tellement plus loin encore. Alors que là, il a un niveau incroyable. Après, Cesaro. On sait tous le talent qu'il a, hein. Il n'y a pas de souci. On sait que c'est un mec ultra talentueux. Ça fait 10 ans que tout le monde milite pour le voir avec un titre mondial autour des hanches. Et c'était un peu la peur qu'on avait, enfin l'appréhension au moins qu'on avait, c'est de dire est-ce que face à un Roman Reigns qui trust depuis 2014 à peu près le main event, depuis la séparation du Shield, qui trust le main event, qui a l'habitude, il a dit, je sais plus combien il a fait de main event, il l'a dit en plus Ouais, c'est quelques jours. Tellement, 38 ou 39, tellement. je sais plus. Et voilà, enfin, donc voilà, il a l'habitude d'être au haut de l'affiche et de gérer ces combats-là.
s'est dit, est-ce que Cesaro, qui lui est excellent sur le ring, mais avec un peu moins de pression, vu que c'est pour les titres un peu secondaires ou sans les titres, est-ce qu'il va pouvoir gérer? Oh là là, comment il a géré? Comment il a géré? Il a, il a vraiment tenu la dragée haute et même le match en lui-même, ah, j'y ai cru. Hein. Franchement, j'y ai cru. Je pensais pas que ce que j'avais dit la semaine dernière, que oui, Roman Reigns allait gagner, il fallait qu'il gagne, et il a gagné, sans contestation possible. Et je pensais pas avoir cette petite étincelle pour dire, ah, peut-être que Cesaro. Il y a eu tellement de near fall en plus à un moment du match. C'était fou. Et puis cette fin de match, je sais pas ce que tu en as pensé, à toi, de cette fin de match. Ça m'a fait vraiment plaisir de voir cette fin de match. Qu'en La plus, ouais, c'est une l'arbitre. guillotine. Ouais, sur décision de l'arbitre, il a pas abandonné, il a pas pris le tombé. Ça reste, voilà, il reste fort, quoi. Il est allé jusqu'au bout de lui-même. Il a perdu, certes, face à Roman Reigns, c'est le big guy, c'est le monstre actuellement à la WWE, l'imbattable. Mais voilà, j'ai hâte de voir la suite parce qu'un match pareil, il y a tellement de spots, je pourrais même pas t'en parler. J'ai pas de spot en tête tellement il y en a. En choisir un, c'est pas possible. Il y en a plein. Donc voilà, ça c'est le genre de match qui te font aimer le catch, tu vois, Ah et qui te font bah, aimer la WWE aussi. c'est vrai que c'est quand on voit quand même ce parallèle entre Raw et SmackDown, on se dit que c'est pas la même compagnie qui les écrit quoi. Et si, mais c'est pas les mêmes Ah, joueurs. c'est fou, hein. SmackDown a Moi, un certain humain qui s'appelle Paul Heyman et qui est assez fort dans tout ce qui est pensé le monde du catch. fou, hein. On va Quand t'as les compétences, pas, tu fais des choses de bien. Et eh oui, voilà. on va pas monopoliser la parole. Cependant, on a deux autres loustiques à interroger. Auguste, toi, qu'est-ce que tu as pensé de ce match pour le titre universel? Bah, clairement, le match de la soirée, pour le moment, est chez WWE un des matchs de l'année, enfin de ce début d'année. J'ai adoré. Tout était parfait, que ce soit le in-ring technique, violent, physique, puissant, le trash talk de Roman Reigns qui était génial. Franchement, il a fait une référence à Daniel Bryan disant ah bah il est plus là ton pote pour venir te sauver. Il lui a dit mais que ce sera l'éternel second ou l'éternel gâchis. Enfin, il se passait toujours dessus et c'est zéro, mais ce monstre de puissance, je crois le premier catcheur à se libérer de la guillotine une première fois, il le contre avec un poids bon, enfin, pour partir presque plat ventre, se, se relever avec Roman Reigns qui doit faire 120, 130 kilos et se remettre debout et le replaquer au sol, ça doit demander une force folle. Il a fait. Tout le travail sur le bras droit de Cesaro depuis le début du match était très bien dosé, était aussi exceptionnel, parfait. Reigns qui gagne clean, c'est très bien, ça crédibilise son règne. Là, on le respecte vraiment. Enfin, c'est le chef de la tribu sans contestation. Enfin, il n'y a pas même de frère Rousseau, il n'y a pas même de Paul Heyman ou d'intervention. Vraiment, là, c'est lui tout seul, sans aide, mais qui conserve son titre. C'est extraordinaire. Mais l'après-match était autant génial avec Jey Uso, mais qui vient en rajouter une couche et qui adoube encore plus son cousin. Et puis quand Rollins est intervenu, j'ai trouvé ça trop cool aussi parce que bon, déjà il arrive encore avec un costard improbable. Ensuite, face-off avec son ancien pote, ça m'a hypé de ouf. J'aimerais vraiment voir ce match entre ce Reigns, chef de tribu, et Rollins en mode Messi. Et en plus, Cesaro a vraiment pris cher. Et je pense que là, du coup, ils vont jouer sur cette blessure pour le reposer. Et pour faire patienter jusqu'à SummerSlam pour faire mais la revanche à SummerSlam. Et pendant ce temps, mettez un Reigns Rollins ou un Reigns contre Jimmy Uso. Et ça sera nickel. Donc, tout était parfait pendant ce match et j'ai adoré.
La réponse à toutes ces questions, bien sûr, enfin, début de réponse ce soir, parce qu'on tourne le vendredi, le soir, il y a SmackDown. Dernier intervenant, Lucas, est-ce que tu as trouvé quelque chose à redire sur ce main event de qualité? Non, c'était très très bien. Par contre, j'ai quelque chose à redire sur Cesaro et je vais pas me faire que des potes. Pour changer. Euh, pour moi, Reigns actuellement est peut-être le boss final dans toutes les fédérations possibles. Reigns est peut-être actuellement le meilleur catcheur du monde. Et vraiment, j'ai pas forcément sur le côté in-ring, mais et c'est où j'en viens, c'est qu'il a le total package. Il est charismatique. Il est monstrueux au micro. Il y a eu des difficultés au début, mais depuis depuis son nouveau personnage, il est monstrueux. Il a une aura dingue. Et en fait, c'est ça qui fait un champion du monde. Et Cesaro, je l'ai trouvé excellent dans le ring. Mais par contre, est-ce que Cesaro, j'ai envie de le voir champion du monde? Non. Parce que au micro, c'est une horreur absolue. Et pourquoi The Rock était incroyable? Parce qu'au micro, il est incroyable. Pourquoi Stone Cold est incroyable? Parce qu'au micro, il est incroyable. Et il y a des gens qui ne comprennent pas qu'à la WWE, si tu veux être incroyable, eh ben, faut être bon. C'est le micro qui prime avant. Edge était incroyable au micro, il était aussi excellent dans le ring, mais incroyable au micro. Cena était pas ouf dans le ring, mais au micro, il était excellent. Et ces personnes-là sont devenues des stars parce qu'elles savaient manier un micro. Et Cesaro est un excellent outsider. Par contre, il a pas l'étoffe d'un champion du monde. Moi, j'ai pas envie que mon champion il fasse des 5 étoiles toutes les semaines. Par contre, dès qu'il prend un micro, on dirait un enfant de 5 ans. Et Cesaro au micro, à part au dernier SmackDown où c'était passable, mais c'est pas dingue. Et donc, il a pas l'étoffe d'un champion. Donc, ça a été un excellent match de championnat. Par contre, heureusement que Cesaro a pas gagné. Et je ne veux pas que Cesaro gagne. Mais voilà, après Reigns, il est intouchable. Rollins a ce total package, mais actuellement, on se ferait du heel contre heel avec deux gimmicks un peu bizarres. Enfin, avec deux gimmicks, je pense que ça matcherait pas. Le heel contre heel, c'est très difficile à booker, et même si les deux sont excellents, je sais pas, il va manquer un facteur X, et en fait, j'ai envie de voir que ce facteur X ce soit Cesaro, et qu'à SummerSlam, on ait un triple threat entre les trois, entre un Cesaro qui sera babyface et porté par la foule, un Rollins qui sera dans son délire mégalo, un Reigns qui sera chef de la tribu. Je vois pas ce qui peut max se passer. Pour en revenir à Backlash, c'était un excellent match. Il y a eu bon vainqueur. Maintenant, Cesaro, est-ce qu'il peut rester dans le main event? Bah, j'ai pas trop envie. Parce que c'est compliqué d'avoir cette aura, de se dégager de cette aura. C'est un excellent babyface, mais voilà. Donc maintenant, prochain challenger, oui, j'ai pensé à Jimmy Uso, mais est-ce que ça ferait pas redite de l'année dernière avec son frère? Ah bah, surtout s'ils les mettent dans une cage, hein. Bah, ouais, Ah, ouais, non, mais enfin, je sais pas. Jimmy Uso, j'ai envie de le voir contre Reigns, mais pas forcément. Enfin, si c'est pour faire la même histoire qu'avec son frère, j'ai pas envie. Rollins, pour un pay-per-view mineur, on va dire, bah, ça fait une trop grosse affiche, limite. Donc, je vois pas. Edge, il est porté disparu. Pourquoi on nous fait pas un Edge contre Roman Reigns bon, bah, en Unisex, ça va être compliqué, ça repose sur rien, mais à Money in the Bank. Voilà, en tout cas, Cesaro, il va sûrement partir pour un petit mois, pour mieux revenir pour Big Day SummerSlam peut-être. Mais en tout cas, je vois pas pourquoi tout le monde s'excite sur Cesaro en mode il doit être champion du monde. Pour moi, non, il doit pas être champion du monde tant qu'au micro, bah, il aura toujours ses difficultés. Et c'est un peu pas de sa faute, parce que si t'es mauvais, bah t'es mauvais, t'as un accent qui colle pas forcément, tu ressembles à Jason Statham, mais bon, bah Jason Statham, c'est pas un très bon acteur. Voilà, Par contre, c'était exceptionnel. C'était vraiment, pour moi, c'est du 4 étoiles et demi. Mais merci d'avoir fourni ce match quand même. Juste, juste un truc à rajouter par rapport à ce que tu as dit, Lucas, par rapport au micro. C'est vrai que c'est son point faible, hein. Je pense que c'est pour ça qu'on l'a pas vu au main event dès le début, en fait. Parce que, ouais, c'est évidemment, au micro, il manque un truc. Avec Paul Heyman, je pense qu'il peut travailler dessus. Enfin, Roman Reigns, au début, il était pas bon au micro, hein. C'était quand même ignoble. Même jusqu'en 2018, avec sa rivalité avec Cena, où il oublie sa promo et il essaye d'improviser, c'est ridicule. Et Cena lui fait bien comprendre, il lui fait mais ça s'appelle une promo, garçon. Tu apprendras à savoir comment faire. Là, jusqu'à 2018-2019, c'était pitoyable, Reigns. Mais après, certes, Reigns a plus de charisme que Cesaro. Mais avec Paul Heyman, je pense si on laisse un peu le micro à Paul Heyman et qu'on toque Reigns et que Cesaro et Paul Heyman ont un peu de hits tous les deux, euh, en parlant de leur ancienne équipe, je veux dire, non, oui, c'est tous les deux ensemble, association, pardon.
Et je pense que ça peut être un peu sympa pour Cesaro et le monter un peu, au moins au micro et l'aider. Je pense que ça peut être sympa. Ouais, mais pourquoi Reigns était mauvais au micro? Parce qu'il n'y avait pas de personnage. C'était un babyface random. Il n'y avait pas de personnage, il n'y avait aucune consistance. Là, enfin, ok, il y a Paul Heyman avec lui, mais c'est vraiment depuis qu'il a un personnage qu'il est bon et enfin, c'est limite venu du jour au lendemain. Donc je pense que Reigns avait des difficultés au micro, mais c'est parce qu'il avait rien à dire. Il avait rien à dire parce qu'il n'y avait pas de consistance. Là, Cesaro, c'est un peu le même cas. C'est un babyface sympathique qu'on aime bien, mais c'est quoi son personnage? Genre, c'est tous ces gens qui sont peut-être, on croit qu'ils sont mauvais au micro parce ils ont juste rien à dire. Il y avait quoi à dire Reigns face à Cena, de toute façon, face à Cena, oui, qui se fait pas bouffer au micro face à Cena? Surtout, il s'en était pris à lui en disant que c'était un part-timer et tout. Bon, c'était Ouais, ridicule. enfin, il y avait vraiment rien à dire. Et Cesaro, c'est un peu le cas. Et je pense que Cesaro a encore plus de difficultés euh, que Reigns, mais je pense que Cesaro est pas un bon heel non plus. Je pense que Cesaro, c'est un excellent babyface, mais un babyface up mid-carder, main eventer de temps en temps, mais pas champion du monde. Après, il faudrait lui mettre un personnage, mais je vois pas en quoi. Est-ce que tu aurais une idée, toi, Non pour lui donner mais un attendez, personnage? messieurs, est-ce qu'on mettrait pas justement quelqu'un? On a vu, ça existe des gens qui ne parlent pas parce qu'ils ont quelqu'un qui parle pour eux. Même si c'est des Euh, heels. Andrade Avezelina, ben on trouve quelqu'un, je sais pas, une meuf de NXT qui est pas forte dans le ring, qui sait Ouais, mais parler. c'est des heels, et tu veux mettre. Enfin, Cesaro, moi, en heel, je suis désolé, ça fonctionne pas. Il a été heel trois quarts de sa carrière, et les trois quarts de sa carrière où il était heel, il était même pas dans le mid-card. Donc, non, Cesaro est un excellent babyface, vraiment, il va emporter la foule avec lui. Par contre, tu veux mettre qui? Un face qui ne parle pas ne sera pas face. Et Cesaro en X, ça marche pas. Donc, faut qu'il fasse des progrès au micro. Et s'il fait pas des progrès au micro, eh ben, il restera au niveau qu'il mérite à la WWE. Et je précise bien à la WWE parce que c'est un peu spécial. Il faut vraiment le total package. Donc, s'il veut être main eventer, il sera sûrement main eventer à Impact, il sera main eventer à AEW. Mais à la WWE, à l'heure actuelle, c'est un excellent babyface pour de la mid-card forte. Pas pour être champion du monde. Et ben sur ce, on va clôturer le mini débat qu'on vient d'avoir autour de Cesaro. En tout cas, plutôt plutôt facile de dire que c'est le match de la soirée. On en a fini maintenant avec WrestleMania Backlash. On va passer aux news de la semaine et on commence avec une première news qui n'est pas forcément la plus joyeuse, hein. On l'a rapidement évoqué tout à l'heure, mais le Miz s'est blessé durant son match avec Diamond Priest à WrestleMania Backlash justement. Priest qui a fait un atterrissage un peu bizarre sur le genou du Miz. Et résultat, c'est les ligaments croisés pour le Miz. Et du coup, on risque de pas le revoir avant un bon bout de temps. Auguste, petite réaction là-dessus? Oui, alors je trouve ça dommage parce que bah, le Miz, même s'il n'est pas dans sa meilleure période en ce moment, c'est un catcheur mais qui a toujours été là pour la compagnie en 15 ans. Oui, c'est 15 ans de carrière, il a démarré en 2006 je crois. En 15 ans, il s'est jamais blessé, il a toujours adopté un catch très safe, que ce soit pour lui ou pour son adversaire. C'était vraiment un exemple là-dessus. C'est bête, mais qu'il se blesse et qu'il fasse une aussi grosse blessure en plus. C'est parce que les ligaments croisés, c'est au mieux, c'est 6 mois, mais ça peut durer jusqu'à un an. Euh, donc on le reverra pas de sitôt, à moins qu'il revienne pour être manager, parce qu'il reste quand même excellent au micro. Donc s'il n'intervient pas physiquement, il pourrait peut-être être là pour soit prendre la parole pour quelqu'un, ou tout simplement être aux commentaires ou à Rotalk, ou bon, à un programme. Euh, mais sinon, oui, c'est quand même triste pour lui. Maintenant, il fait partie des, des meubles chez WWE, et c'est toujours triste quand un catcheur se blesse. C'est vrai, très longue carrière, première blessure et le gars se fait les croisés, c'est pas de chance. Pour le coup, Lucas, réaction là-dessus? Effectivement, c'est toujours triste qu'un catcheur se blesse, mais je pense réellement que c'est la meilleure chose qui pouvait lui arriver actuellement. Effectivement, il fait partie des meubles. C'est un catcheur qui est, mine de rien, apprécié des fans, dans le sens où, ok, il a très, 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 très souvent été heel, mais c'est un catcheur qui est apprécié.
à l'heure actuelle, il était quand même dans une situation compliquée à Raw. Et je pense que ne pas voir le Miz pendant 7, 8 mois, eh ben, ça va faire du bien à tout le monde. Je pense que, alors, je vais pas jusqu'à dire qu'on a notre prochain vainqueur du Royal Rumble, mais je pense qu'il va attendre de revenir au Royal Rumble. S'il est cuire avant, ils attendront le Rumble. Et je pense que à son retour, il aura une énorme pop et il pourra repartir du bon pied. Et j'espère que ce sera avec une rivalité face à Morrison. Et d'ailleurs, j'ai peur de ce que va devenir Morrison pendant les prochains mois. Mais je pense que c'était la meilleure chose qui pouvait lui arriver. Il avait besoin de. En vrai, il mérite. À la limite, alors, il mérite pas de se blesser, mais il mérite des vacances. Il a quand même beaucoup donné pendant ces 15 dernières années. On a souvent critiqué son style safe. Mais en attendant, depuis 15 ans, il n'y a aucune fausse note. Du moins dans le ring. Donc, non, non, c'est bien, ça va pouvoir lui permettre. Enfin, c'est bien, non, c'est horrible de dire ça. Ça va permettre un peu de refresh. Lui, ça va lui permettre de se reposer. Nous, on va pouvoir l'oublier. J'espère qu'il sera pas manager. En fait, je veux plus le voir pendant 9 mois pour être heureux de son retour. J'ai pas envie qu'il soit manager, même si ce serait un excellent manager. Manager de Cesaro, pourquoi pas. Mais non, non, ce serait un excellent manager, mais j'ai pas envie de le revoir. J'ai vraiment envie de l'oublier pour être content qu'il revienne, parce que c'est quelqu'un que j'apprécie. Et surtout, ça va le sortir un peu de cette situation compliquée dont il était depuis quelques mois. Euh, donc voilà, c'est triste pour lui, mais au final, je pense que ce sera à toute chose malheur est bon. Ah, c'est vrai que quitte à ne plus le voir quelque temps, on aurait préféré que ce soit dans un autre contexte, mais bon, c'est comme ça. Et on verra quand c'est qu'il va revenir. Thomas, petite réaction là-dessus? Oui, bah évidemment, une grosse blessure comme ça fait jamais plaisir. Après, c'est vrai que lui, à chaque fois qu'il s'est absenté, parce que le temps c'était pour faire des films, donc il s'est absenté 4 ou 5 mois pour tourner ses films de Marine ou quoi. À chaque fois, il est revenu, et quand il est revenu, non seulement il a eu une pop, et surtout, il est revenu avec un nouveau personnage. Quand il était parti pour faire The Marine 4, un truc comme ça, c'était son deuxième film, il me semble. Il est revenu avec l'idée avec Damien Sando à faire avec la doublure et tout. Après, il est reparti, il est ensuite revenu, avec un autre personnage, pardon. Donc, à chaque fois qu'il part, lui, il revient avec une nouvelle idée. Donc, c'est vrai que le revoir, peut-être même avant le Royal Rumble, je pense que ouais, s'il revient, ce sera au Royal Rumble. Euh, Direct après, le lendemain, il aura un nouveau personnage. Heel, face, peu importe, mais en tout cas, il va revenir avec un nouveau personnage. Et donc, ça va être cool. Ça va être cool parce qu'il a souvent de très bonnes idées, The Miz. On peut pas lui enlever. Intellectuellement parlant, surtout au niveau catch, il est au-dessus. Il est au-dessus. Donc, pour ça, c'est bien. Malheureusement pour lui, bon, ça va être 7 mois de douleur, mais au moins pour, euh, pour la WWE, pour son retour, ce sera bien. On espère qu'il va faire un retour bon, rapide, mais sans complications, du moins. Ça, c'est le plus important. On passe à une autre news, la deuxième news, qui est bien plus joyeuse, n'est-ce pas? C'est un match de championnat pour le titre triple A entre deux catcheurs, ma foi, plutôt doués hein, dans un ring de catch. Andrade et Kenny Omega vont donc se battre pour ce titre. Alors on va passer assez vite là-dessus, c'est pas de la WWE, mais quand même, il faut en parler. Lucas, t'as un truc à dire là-dessus? Ça m'en touche une sans bouger l'autre, comme dirait l'autre. C'est deux catcheurs que j'apprécie pas particulièrement. Andrade, enfin, dans le ring, ils sont tous les deux excellents. Mais je suis pas fan des deux personnages. Andrade à la WWE m'a jamais embarqué. Son renvoi m'a fait ni chaud ni froid. Et Kenny Omega, je l'ai jamais physiquement. Je pense que c'est physiquement que j'accroche pas. Je le trouve pas. On va me prendre pour un fou. Je le trouve pas très charismatique. Donc là, bah, j'ai aucune idée. En fait, j'ai jamais regardé la triple A, donc bah, je regarderai pas ce match. Mais c'est bien pour Andrade, c'est son premier match post-WWE, c'est quand même contre Kenny Omega, ça va le remettre. Et même, je sais pas s'il en avait besoin, mais ça va le remettre un peu sur la carte. Donc c'est bien pour lui. Après, je vois pas pourquoi les gens hype comme un énorme match, alors qu'Andrade, on va pas se mentir, c'était quand même pas non plus une tête d'affiche à WWE dont on se disait ce mec-là doit être champion du monde. Enfin, certains se le disaient, mais moi j'ai jamais compris pourquoi. Euh, Faut se rappeler ses débuts à NXT, le Victor lui a un peu sauvé la vie, Zelina Vega lui a un peu sauvé la vie. Donc, bah, ça m'intéresse juste pas. Eh bien, moi, c'est honnête, encore une fois. Je suis un peu dans le même cas que toi, pour le coup. Thomas, réaction rapide là-dessus?
Moi, c'est un match qui m'intéresse quand même. Enfin, certes, Andrade, comme tu dis, était pas pour être champion du monde, mais c'est quand même un excellent catcheur. Il a toujours été, que ce soit à la CMLL ou à la New Japan. Quand il était là, Sombra, j'ai déjà regardé plusieurs fois ses matchs. J'ai passé des bons moments. Ni Omega, bah, j'aime bien aussi. C'est pas mon catcheur préféré, mais j'aime bien. Ça va être un bon match, donc autant le regarder. En plus, c'est pour un titre, ça amène toujours quelque chose. Après, oui, la Triple A, j'ai déjà regardé des combats, moi, de la Triple A. Je suis pas fan de la Triple A. C'est pas une fédération qui m'intéresse, mais juste pour le combat. Juste pour le combat, quand même, on va profiter, quoi. On va avoir une demi-heure de match, on va s'éclater, quoi. Ça va faire plaisir. Donc voilà. Ça étant mieux, je pense que Andrade va gagner. Comme ça, il va pouvoir profiter un peu de sa hype autour de son renvoi et d'une nouvelle personnalité, sûrement. Donc voilà, ça va être cool et on va avoir un bon match. Et c'est tant mieux, on est là pour ça, on est fan de catch, pas que de la WWE, on est fan de catch. Ce qu'on va voir, c'est des beaux combats. Et là, bah, avec deux mecs comme ça, on va avoir un beau combat. Auguste, dernière réaction sur ce match de championnat? Bah, pour cette affiche, je vais rejoindre Thomas. C'est une grosse affiche parce que Omega, là, il est au sommet de l'Indie enfin, en Amérique, vu qu'il est champion All Elite Wrestling, Impact et AAA. Donc c'est vraiment le champion suprême. Andrade, c'est un des mecs les plus chauds en ce moment de par son prestige, vu qu'il a été à la WWE et qu'il est de nouveau sur circuit indépendant depuis peu. Donc c'est vrai que cette affiche fait vraiment main event et vraiment, enfin, elle se pose là. En plus, Andrade va retourner chez lui, enfin, il sera à la maison. J'ai pas suivi s'il y aura du public live ou pas, mais s'il y a, je pense qu'Andrade va se prendre une pop assez folle. Le match, j'ai aucun doute là-dessus, qui sera très très bon également. Et ça serait bien, ouais, que Andrade le gagne pour que son retour à la maison soit, soit bon et soit vainqueur, soit gagnant, et qu'il puisse s'installer durablement dans le circuit indépendant. Mais pour ce match, en plus, c'est pour le plus gros show de la AAA. Franchement, j'ai aucun doute sur la qualité du match. Eh bien, on verra bien. En tout cas, on va passer à notre troisième et dernière news. On revient du côté de la WWE. C'est une news qui en comporte plusieurs. On a appris lors de WrestleMania Backlash que Hell in a Cell serait le prochain pay-per-view. Money the Bank est donc décalé en juillet, donc le mois prochain, après Hell in a Cell, pour pouvoir accueillir des fans. Et donc, c'est le retour des fans. Ça y est, la WWE l'a officialisé aujourd'hui sur son compte Twitter. L'ère du Thunderdome touche à sa fin et il était temps qu'on se le dise. La WWE va repartir en live et les fans devraient revenir aux environs de vers Money in the Bank. Alors bien sûr, on sait qu'aux États-Unis, il y a tout ça autour de selon les salles et selon les États, va y avoir une capacité qui sera pas toujours la même, mais au moins on aura des vrais fans et ça va faire beaucoup de bien. Première réaction de notre team, c'est pour Thomas. Qu'est-ce que tu penses toi du retour des fans? Alors oui, c'est une bonne chose, mais de Hell in a Cell qui est le prochain pay-per-view, Money in the Bank qui est décalé. Alors, évidemment, le retour des fans, on n'attendait que ça, hein. Après, il faudra voir les différentes situations sanitaires en fonction des États. Mais on voit au Japon, il y avait des fans, bah là, il y en a plus. Parce que la situation sanitaire, même les shows ont été arrêtés, parce que la situation sanitaire ne permettait plus de tenir des shows. Donc là, ça va être un peu en fonction de ce qui se passe dans les mois à venir. Donc là, on est un peu dans le flou. Après, donc, mais ça reste bien, évidemment. On a tous envie de retourner voir ça en live. Après, concernant El Innocel, j'avoue, je comprends hein, qu'ils veulent mettre un énorme pay-per-view, Money in the Bank. C'est quelque chose qui va tenir en haleine après pour les 12 prochains mois. Donc évidemment, je comprends l'idée, mais après, voilà, ça, ça m'intéresse pas plus que ça, tu vois, que ce soit décalé à un mois ou pas. Voilà, ça va pas changer ma vie, je t'avoue. Voilà, s'il y avait eu des fans ou non, bon, bah, après, peut-être que ça veut dire que, il va y avoir une surprise. Peut-être Brock Lesnar encore une fois, on ne sait pas, qui sait.
Arrêtez, Brock Lesnar, enfin. Non, après, à voir, on verra comment ça va, ce que ça va donner. À mon avis, il y aura une surprise, c'est pour ça qu'ils veulent attendre qu'il y ait des fans. Apparemment, le premier show de retour des fans sera l'épisode de SmackDown du 16 juillet. Je viens de voir ça sur le Bleacher Report consacré au catch. Donc, 16 juillet pour le retour des fans pour l'émission, pour le vendredi de SmackDown. Auguste, toi, petite réaction sur tout ça? Oui, bah, bien sûr, c'est une excellente nouvelle parce que bah, le catch, ça passe d'abord par les fans présents live euh, pour avoir de vraies réactions, des pop et des huées authentiques et pas programmés et prévus à l'avance hein, par notre bon cher Kevin Dunn à la régie. Euh, donc là, c'est cool. Donc effectivement, les fans reviendront lors du SmackDown avant Money in the Bank. Donc très bonne chose. On aura enfin un pay-per-view avec des fans et ça va continuer jusqu'à la fin de l'année si tout se passe bien et si on se rechoppe pas une nouvelle vague du virus. En plus, ils vont annoncer mais que les live events aux États-Unis vont reprendre. Donc là, ça marque vraiment un retour euh, constant dans le temps. Et puis oui, on peut pas rêver mieux. Tu parlais pas tout à l'heure dans un autre contexte du retour de Becky Lynch. Je le vois plutôt ici aux alentours de Money in the Bank. En plus, c'était à ce pay-per-view, enfin, au Raw, après ce pay-per-view où elle avait déclaré qu'elle était enceinte et qu'elle s'absentait un moment. Donc pourquoi pas, de toute façon, pour le SmackDown, des retours des fans, ils vont forcément prévoir un show exceptionnel avec plusieurs retours. Donc pourquoi pas elle? Et pourquoi pas d'autres noms aussi, hein, Lesnar peut-être, Cena pourrait peut-être faire un petit coucou, Bray Wyatt, enfin bref, plusieurs noms peuvent être mentionnés, mais bon. Sur la news en elle-même, le retour des fans, c'est une excellente nouvelle, que ce soit pour nous et pour eux. Ouais, je pense que ça commence à leur manquer. Surtout qu'on a eu ce petit tease de WrestleMania qui nous a remis dans le bain pour nous recouper très vite. Mais ça revient très très vite. Enfin, Lucas, dernière réaction concernant cette news. Oh, ça va faire du bien. Quel plaisir de pas avoir les boîtes à son de Kevin Dunn. Je pense que certains vont avoir une pop démentielle, surtout si c'est à SmackDown. Je pense que Roman Reigns va avoir la meilleure pop de sa vie. Cesaro va sûrement en avoir, s'il est là, le 16 juillet, va sûrement en avoir une très belle aussi. Non, ça va faire beaucoup de bien de retrouver les fans. Money in the Bank, c'est toujours un pay-per-view qui embarque les fans. Donc, je pense que le timing est parfait. J'aurais bien aimé que ce soit dès ce soir, mais non. Donc, c'est bien qu'on ait un Hell in a Cell encore sous Thunderdome parce que Hell in a Cell, c'est un pay-per-view dont on commence un peu à se lasser, je trouve. La stipulation est moins devenue aussi exceptionnelle qu'avant puisqu'elle est au moins annuelle. Donc c'est bien qu'on ait un pay-per-view un peu random en attendant le retour des fans. Non, ça fait très plaisir. On va pouvoir avoir des réactions authentiques. C'est ce qui nous manquait depuis un an. Et je pense que ça va redonner un vrai coup de boost au show. Parce que là, en fait, la WWE et Vince McMahon, elle fait un peu ce qu'elle veut. Il n'y a pas les fans pour leur dire que c'est mauvais, quand c'est mauvais. Donc, je pense que du côté de Raw, ça va mettre un coup de pied dans la fourmilière plutôt sympa. En espérant que ça rebooste un peu ce show qui est quand même hyper long, qui est en plus pas très bon. Donc, en espérant que ça relance Raw et ça sublime SmackDown, qui est le meilleur show hebdomadaire, toute fédération confondue. Donc, ça ne peut apporter que du bon. J'ai hâte. J'espère que, comme promis, ils vont nous remettre l'ancien thème de Jeff Hardy, comme il l'avait promis. Non, ça peut apporter que du bon. Il me tarde d'être au 16 juillet. Et je pense que tous les shows jusqu'au 16 juillet vont me sembler si peu authentiques maintenant que je sais qu'ils vont revenir. Ah bah là, les jours du Thunderdome sont comptés de toute façon. Peut-être qu'on fera un débat sur quels sont les MVP, quel est le MVP, la MVP ou sont les MVP de cette ère du Thunderdome. En tout cas, on verra bien. En tout cas, nous, on en a fini avec cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. J'espère qu'elle vous aura plu. On a fait à peu près une bonne heure 10, c'est pas mal. Pour reparler
de ce WrestleMania Backlash. La semaine prochaine, on revient avec le format de base, vu qu'il n'y a pas de pay-per-view, donc on débriefera Raw, parlera peut-être un peu de NXT, on verra. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi cette émission. Beaucoup de plaisir à la tournée. J'espère que vous avez pris autant de plaisir que nous à l'écouter. Et on se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Ring the Bell. Ciao tout le monde.